D'abord, merci aux organisateurs, merci aux modérateurs pour cette invitation. Je voulais juste faire la remarque concernant la PTiO2. En fait, on la met pour tout malade qui a une indication, un capteur de pic. Alors, ça coûte un peu plus cher, mais après, il faut discuter. Et puis, pour nous, c'est quelque chose qui nous a passablement aidé. Et puis, je fais un peu de promotion pour demain matin, 8h30. Tout savoir sur le monitorage ici, dans la même salle. Voilà, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, j'ai un plan un peu ambitieux. Je prie les modérateurs de me stopper si je dépasse. Parce que la question sur le contrôle métabolique, il y a quand même beaucoup de choses maintenant, beaucoup de données concernant le contrôle glycémique. Donc, je me suis permis d'étendre un tout petit peu le domaine en parlant de glucose et de lactate, que Jacques a déjà anticipé. Le contrôle métabolique, finalement, on fait beaucoup de contrôle de la température, une variable qui est très instable et a tendance à monter chez le patient cérébro-lésé. Et puis, si on a du temps, mais en tout cas, je montrerai une ou deux articles de référence sur la dysfonction hormonale de la neuroanimation et particulièrement l'insuffisance cortico-surrénalienne et puis les perturbations de l'anatrémie. Alors, pour commencer, métabolisme cérébral, et il est important de parler de glucose en premier et après de lactate. Alors, glucose en premier, c'est une revue récente qui montre certainement l'importance du glucose comme substrat principal pour le cerveau. Alors, il y a un contrôle qui se fait au niveau central hypothalamique. Et puis, ce qui est très important, c'est que la quantité de glucose dans le tissu cérébral est fortement dépendante de la concentration systémique. Donc, ce n'est pas une régulation qui est basée sur l'insuline. Elle est en prédominance indépendante de l'insuline. Elle est surtout liée à la quantité de glucose que le cerveau reçoit à partir de la circulation systémique. Ceci va dépendre également du fait que la barrière hématoencéphalique est intacte ou pas. Et puis, en fait, je disais, ce n'est pas tellement lié à l'insuline, c'est lié au bon fonctionnement des transporteurs du glucose, ces GLUT, qui se trouvent aussi bien au niveau des capillaires, sur la barrière hématoencéphalique, qu'au niveau des principaux acteurs cellulaires cérébraux, que sont bien sûr les neurones, mais également la glie et notamment les astrocytes qui sont une cellule fondamentale dans la régulation du métabolisme cérébral. Et puis vous voyez que dans cette revue, on met les deux acteurs principaux déjà. Donc il y a bien sûr le glucose en rouge, mais le lactate, et on va en parler. Alors le glucose et d'autres métabolites, entre autres le lactate, mais aussi les corps cétoniques, sont en fait utilisés au niveau tissulaire cérébral. Il y a ce qu'on appelle un couplage neurométabolique au niveau de ces cellules. Et puis, bien sûr, c'est le principal substrat énergétique. Alors, ce qu'il faut également comprendre, c'est que le glucose n'a pas que fonction de substrat énergétique. Il a toute une série de fonctions. Il est également utilisé, par exemple, pour tamponner le stress oxydatif dans le champ des pentoses. Il sert comme substrat à beaucoup de processus fondamentaux à la création des protéines et puis à la synthèse des cellules. Donc, c'est le substrat principal. Maintenant, ça, c'est une plaque résumée qui vient de deux personnes travaillant à Lausanne, Luc Pellerin et Pierre Magistretti, qui avait montré déjà l'interaction neurones capillaires astrocytes et bien sûr l'importance du glucose. Alors, le glucose qui vient de la périphérie, il est transporté par ces transporteurs, ces GLUT, il va dans les neurones et dans les astrocytes. Alors, les astrocytes ont un rôle fondamental parce que c'est un peu une sorte de machinerie glycolytique. Il faut savoir que la glycolyse est activée quand vous stimulez le cerveau. Il y a un relargage de glutamate. Ce glutamate va activer cette pompe NAK-TPase qui va encore plus stimuler la glycolyse. Et puis cette cellule, l'astrocyte, va produire du lactate
en condition en fait d'oxygénation normale. Puis ce lactate, qui est donc pas un lactate hypoxique, c'est pas un méchant lactate, va, et c'est ce que Magistretti, mais d'autres, tout un faisceau d'évidence expérimentale depuis 20 ans, va être transporté dans l'espace extracellulaire et il va passer de l'astrocyte aux neurones et puis il va pouvoir être utilisé comme substrat énergétique. Et c'est donc ce que encore Magistretti et Pellerin résume ici, c'est en fait la navette astrocyte-neurone au niveau du lactate. Et il y a aussi bien sûr l'importance des lactates déshydrogénases. Et vous voyez en fait que cet astrocyte va donner du lactate aux neurones et ceci va être utilisé comme substrat énergétique. Alors là, la terminologie dépend un peu d'où on se situe. Alternatif, voire préférentiel, mais en tout cas, c'est un substrat qui peut être important. Alors tout ça dérive passablement d'évidence expérimentale, mais aussi clinique. Et alors, c'est clair que la microdialyse cérébrale est un outil essentiellement de recherche clinique, mais dans les centres où ça a été utilisé chez l'homme, en fait, ça a permis, en même temps que le PET, qui n'est pas non plus quelque chose de disponible du malade, que la résonance magnétique cérébrale, d'avancer en termes de métabolisme cérébral, de compréhension de certains mécanismes. Et l'ensemble de ces études, prédominance au niveau du traumatisé crânien, ont montré en fait que lorsque vous avez une lésion cérébrale, il y a beaucoup de glucose qui est utilisé, il y a une grande activation de la glycolyse, puis au final, en fait, il y a de moins en moins de glucose disponible puisque ce glucose doit servir à plusieurs choses, et notamment dans le traumatisé, à tamponner le stress oxydatif par le biais du champ des pentoses. Et en gros, ce qu'on voit, c'est une tendance à manquer du substrat principal glucose. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a des causes intracérébrales. C'est clair que si vous avez une ischémie, si vous avez un œdème cérébral, des crises d'épilepsie, après il y a d'autres choses, des dépressions corticales, vous pouvez manquer de glucose parce que le cerveau va mal. Mais bien sûr qu'au début des années 2000, on a commencé à utiliser l'argamanou, l'insulinothérapie intraveineuse. Et je pense que là, la microdialyse cérébrale a été très utile parce qu'elle a vu ce qui se passait au niveau du cerveau quand vous baissez la glycémie. C'est logique, vous baissez la glycémie, le glucose cérébral va diminuer. Donc, ça va contribuer à stresser davantage le cerveau lésé. Et ça, toutes ces études sont issues en fait d'études cliniques chez des sujets chez lesquels on avait un monitorage de microdialyse cérébrale. Et puis après, si on regarde l'évidence des études cliniques, ça c'est une revue systématique que je vous recommande, qui est apparue en 2012. Vous voyez qu'il y a toute une liste d'études. Alors c'est des études de qualité variable. Vous voyez que le conventionnel, c'est déjà quelque chose de très hétérogène. Et je pense que plus personne va... La souris ne marche plus. Plus personne va utiliser en fait une glycémie supérieure, va laisser la glycémie dépasser les 220 mg par décilitre ou 11 mmol par litre. Mais en gros, ce que ces études montrent, c'est que s'il y a quelque chose qui se passe, c'est plutôt une tendance à l'hypoglycémie, quand vous monitorez la microdialyse à la neuroglucopénie, et puis il n'y a pas d'effet sur la mortalité, il n'y a pas d'effet sur le pronostic neurologique. Alors j'ai une plaque qui permet de résumer le concept du contrôle glycémique. Idéalement, il faudrait avoir le cerveau et le sang, mais si vous ne l'avez pas, sachez qu'au moins la microdialyse aura contribué à quelque chose, c'est que à gauche et à droite, les extrêmes, on veut à tout prix éviter l'hyperglycémie, donc 10 mmol par litre, 180 mg par décilitre. Il faut contrôler ça. Après, ce que l'évidence clinique a montré, c'est qu'entre 7,5 et 10, c'est probablement safe, c'est bon. Donc ça doit faire quelque chose comme 140 à 180.
Et puis, les études qui ont utilisé la microdialyse montrent que déjà en dessous de 7,5, et c'est ce qu'on voit souvent au lit du malade, on a monitoré à Lausanne peut-être 80 patients, et on voit que ça baisse. On voit vraiment qu'à 6, il y a surtout les jeunes traumatisés crâniens, ils ont une glucose cérébrale qui est insuffisante. Donc il faut alimenter précocement ces personnes et ne pas, en tout cas, aller en dessous de 6. Et 4 et 6, c'est un danger d'induire en fait une défaillance énergétique. Donc c'est vraiment ce seuil-là. On parle de cas de cérébrolésés, de patients comateux. Je ne parle pas des AVC qui sont en soins intermédiaires et qui vont plutôt bien. Alors, comme on a un tout petit peu de temps, voilà le résumé. Donc, il y a peu de glucose. Puis, il y a un autre qui apparaît, c'est le lactate. Alors, le travail qu'a montré Jacques Duranteau de Nathalie Sala, parmi d'autres, montrait qu'en fait, après traumatisme crânien, mais c'est vrai aussi, on l'avait montré après hémorragie méningée, on voit du lactate cérébral qui est haut. Il y a du lactate dans le cerveau qui est à 4,5-5. Et il n'y a pas d'hypoxie. Dans le travail de Nathalie Sala, on avait fait des CT de perfusion, on ne voyait presque pas d'ischémie, il n'y avait pas d'oligémie, et pourtant il y a beaucoup de lactate. Beaucoup l'ont montré. Pourquoi je parle du lactate? Je vais venir et je vais peut-être donner une idée pour une session future sur la réanimation liquidienne et puis comment on peut améliorer au fond le métabolisme énergétique. Ça, c'est une revue qu'on a fait avec Pierre Bouzat, qui a passé une année chez nous dans le groupe de recherche en neuroanimation, où il a résumé un tout petit peu toutes les études qui... Alors, on sait que le lactate peut être utilisé par le cerveau, et puis on a été voir, en fait, des études, alors, chez le sujet sain, expérimentale, lésion cérébrale expérimentale, et puis ce que montrent en fait ces données, c'est que quand vous donnez une perfusion de lactate, c'est du lactate sodique, légèrement hypertonique, ben en fait l'ensemble de ces études montrent que le cerveau est capable d'utiliser du lactate. Il y a beaucoup de données en fait aussi dans les centres de médecine du sport, les gens qui font de la recherche en médecine du sport et dans la performance quand on fait un exercice soutenu. Le lactate améliore la performance cérébrale. Alors on s'était posé cette question en disant est-ce qu'on pourrait utiliser des perfusions de lactate, par exemple du lactate hypertonique, est-ce que ça pourrait avoir un bénéfice en termes de métabolisme cérébral? Et on avait pour cela utilisé des patients monitorés par microdialyse cérébrale qui recevaient un bolus de lactate hypertonique. Donc comme vous donnez du sérum salé. Alors ce qu'on a vu, c'est ce que les études en fait cliniques chez les sujets C montraient, c'est que quand vous perfusez du lactate, alors ce n'est pas sur la plaque ici, mais il y a une augmentation du lactate et du pyruvate dans le liquide extracellulaire, et puis il y a une augmentation du glucose. C'est assez spectaculaire, on le voit chez presque tous les malades. Et qu'est-ce que ça signifie? Alors je vais un peu rapidement, mais ça veut dire que le lactate sodique qu'on donne, pour monter la lactatémie à des zones qui varient entre 3 et 4 mmol par litre quand on donne un bolus, va en fait augmenter à peu près de 50% la quantité de glucose cérébrale. Et donc, c'est ce qu'on appelle en fait un effet d'épargne glucose. Ça veut dire que vous avez plus de glucose disponible, ce qui pourrait être quelque chose de bénéfique. Et puis en plus, vous avez l'effet osmotique du lactate hypertonique, donc vous baissez la pression intracrânienne. Alors, Carole Ishaï, Jean-François Payen, le groupe de Nice et de Grenoble ont étudié aussi la chose, ont étudié la comparaison lactate sodique-mannitol. Ici, dans ce travail, la perfusion de lactate hypertonique en prévention pour prévenir les épisodes d'hypertension intracrânienne. Alors, ce n'est pas des études métaboliques, mais c'est un faisceau d'études qui vont dans la même direction. Alors, ils avaient un effet bénéfique en termes d'épisodes d'hypertension intracrânienne qui étaient plus faibles. Alors, la figure est un peu compliquée à comprendre. En fait, ça veut dire que
c'est 20, c'est le lactate sodique. C'est le nombre de patients qui n'ont pas dû recevoir de traitement répété. Un peu compliqué à comprendre, mais ça veut dire qu'en gros, le lactate. Alors maintenant, est-ce que c'est le lactate hypertonique ou simplement la soluté hypertonique? Mais c'est pour dire qu'il y a d'autres études qui ont donné le lactate en réanimation. Et c'est pour ça que je pense que c'est important, parce qu'on parle beaucoup de réanimation liquidienne de nos jours, enfin ça fait longtemps, mais de nos jours encore, en réanimation. Et en gros, il y a quand même passablement de données récentes qui montrent que des solutés cristalloïdes qui contiennent en fait du chlorure, donc le NaCl, en fait le normal saline qui n'est pas si normal que ça, va induire un certain nombre de problèmes, notamment d'acidose hyperchlorémique, susceptibles d'aggraver la mortalité, la morbidité et d'aggraver l'insuffisance rénale. Donc en gros, il y a une tendance actuelle à préférer les cristalloïdes aux colloïdes. Et en tout cas, alors en neuroréanimation, c'est clair qu'on ne va pas s'amuser à donner des colloïdes ou de l'albumine. Là, il y a des données assez solides. Donc on va donner des cristalloïdes. Et puis l'NaCl va induire une acidose hyperchlorémique. Alors il y a l'équipe de Karim Azenoun qui a travaillé sur ça. Et on va alors préférer, et les études comparaient en fait des solutés balancées. Alors, il y en a qui contiennent l'acétate et le gluconate, c'est le Plasma-Lyte. Il y en a qui contiennent du lactate. Alors, à Lausanne, on a un lactate isotonique. Parce que le problème du réingé lactate, c'est qu'il est hypotonique, ce qui n'est pas bon, en fait, censé pas être bon en neuroréanimation. Donc, l'idée, c'est d'administrer des solutés de lactate isotoniques chez tous nos patients. Et puis, peut-être qu'on pourrait, et ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est dans le même numéro de Current Opinion, que le lactate sodique pourrait être un traitement intéressant à l'avenir. Alors pourquoi? Parce que vous donnez du substrat au cerveau. Alors on a envoyé une étude qui montre, en regardant le débit sanguin cérébral de ces malades neurolésés, en fait, même ceux qui ont en fait un CT de perfusion pathologique, qui ont une oligémie, en fait, ils vont utiliser le lactate, et c'est même ceux qui l'utilisent le plus. Et en fait, le degré d'utilisation du lactate dépend en fait du niveau de lactate pyruvate cérébral. Donc vous avez un bénéfice métabolique, un bénéfice sur l'œdème cérébral, et vous limitez l'acidose hyperchlorémique. Alors, dans mon élan, j'avais prévu encore 2 chapitres. Alors, j'essaie de traverser rapidement. Température. Alors, distinguer toujours hyperthermie, qui est une perturbation du thermostat en cas de lésion cérébrale, de la fièvre infectieuse. Les malades en neuroréanimation ont souvent, dans les premiers jours, une hyperthermie, et ce n'est pas une fièvre infectieuse, même s'il faut bien exclure une fièvre de type infectieuse. Alors, les messages clés pour la température. Pourquoi il faut la contrôler? C'est surtout et avant tout parce qu'il y a une relation directe, une très grande corrélation entre hyperthermie et hypertension intracrânienne. Il y a aussi une relation avec augmentation de la température œdème cérébral et progression de l'hématome. Ici, c'est dans l'hémorragie intracérébrale, mais c'est équivalent lors d'un hématome intraparenchymateux de type hémorragie méningée ou traumatisme crânien. Et inversement, si vous contrôlez la température en maintenant une normothermie stricte, vous diminuez le pourcentage de temps où la pic était supérieure à 25. Donc vous avez un effet favorable sur l'hypertension intracrânienne. Ça a été montré dans toutes les études qui ont utilisé le refroidissement. Ici, c'est très intéressant. Vous voyez en fait que vous avez une baisse de la VO2 systémique à gauche, mesurée par calorimétrie indirecte. Et quand vous avez la SJO2, en fait, vous avez une balance favorable, c'est-à-dire que vous diminuez la CMRO2, donc vous augmentez la tolérance du cerveau à l'hypoxie-ischémie. On avait montré, toujours par la microdialyse cérébrale, qu'il y avait un effet sur la pression intracrânienne, mais aussi sur le rapport lactate-pyruvate, donc sur l'indice redox pathologique, en fait, mesuré extracellulaire cérébral. On a proposé un algorithme publié en 2010, pour ceux qui s'intéressent,
Alors il y a en 3 étapes, mais surtout il faut être extrêmement agressif chez un patient comateux, chez qui on est en phase de réanimation intensive. Donc, vous n'allez pas mettre en refroidissement et QRiser quelqu'un chez qui vous voulez voir l'examen neurologique et avec qui vous avez un contact. Mais quand on est en full neuroréa intensive, vous monitorez la pression intracrânienne, c'est là où il faut être le plus agressif. Et je pense que dans ces cas, il faut utiliser des techniques performantes, idéalement avec un refroidissement automatisé. Et pour la dysfonction hormonale, je vous recommande cette revue de Paul Vespa, Current Opinion Critical Care 2013, qui fait le point sur les problèmes notamment liés à l'insuffisance cortico-surrénalienne et aux problèmes d'hyponatrémie chez les sujets qui ont une lésion cérébrale, donc une perturbation du contrôle neuroendocrinien. Alors, vous le voyez ici, pour ce qui est de l'insuffisance cortico-surrénalienne, elle est reportée dans plusieurs études avec, disons, une variabilité en termes de pronostic, mais certains ont mis en relation insuffisance cortico-surrénalienne après lésion cérébrale et mauvais pronostic. Pour l'hyponatrémie, il y a ces 2 circonstances, le SIADH, sécrétion inappropriée d'ADH, et le syndrome de perte de sel inapproprié. Donc, je vous renvoie à cette revue qui fait bien le point et qui distingue les 2 choses. Le problème du syndrome de perte de sel inapproprié, c'est la polyurie et l'hyponatremie qui est associée avec un risque de contraction vasculaire. La difficulté de diagnostiquer chez ces patients parce qu'ils ont beaucoup de remplissage, ils ont des vasopresseurs, ils ont un relargage endogène de catécholamine, donc c'est extrêmement difficile de savoir si c'est un syndrome de perte de sel approprié ou inapproprié. Et puis par rapport au traitement, alors si vous avez une hyponatrémie qui s'installe, notamment si le patient a un risque de vasospasme, alors des solutés de NaCl hypertoniques, il y a des données sur le fludrocortisone et l'hydrocortisone pour le problème de l'hyponatrémie et bien sûr pour l'insuffisance cortico-surrénalienne, ainsi que si vous avez le cas inverse du diabète insipide, vasopressine ou desmopressine, pour freiner en fait la polyurie. C'était ma dernière plaque. Merci beaucoup pour l'attention.